Non. Ici, on a la carte générale. À l'ouest, le Pacifique. À l'est, on voit un petit bout de Bolivie, pardon, un petit bout d'Argentine. La grosse tache blanche, c'est le cerf d'Atacama. Et nous, on est juste au nord, à San Pedro de Atacama. De ce que je sais, vous êtes passé par Calama, un petit peu plus au nord-ouest, et puis par Antofagasta, qui est sur la côte. Alors, pour comprendre la vie des hommes dans la région, il faut se souvenir qu'on est ici dans le désert le plus aride du monde. Ça veut dire que la présence de l'homme est forcément conditionnée par la présence de l'eau. On a ici ce qu'on appelle des villes ou des villages oasis. C'est parce qu'à un endroit, il y a une rivière qui passe ou une source qui sort qu'on va pouvoir s'installer. C'est le cas de Calama, par exemple, qui est sur le cours du Rio Loa, le trait noir qui fait comme un U. Ça, c'est le Rio Loa, c'est un fleuve. Et c'est le cas de San Pedro, qui est alimenté par deux petites rivières. La rivière San Pedro et la rivière Vilama. Dans tous les villages, où vous irez, regardez, il y a forcément une source, un puits ou une rivière. Par contre, dans l'autre sens, on enlève la source, le puits ou la rivière, on raye immédiatement ce village de la carte, hein, c'est assez expéditif. Et ça vient à cet étage-là, la plante que vous verrez, forcément, c'est la petite paille qu'on voit ici, dans le coin à gauche. Cette paille, on l'appelle la paja brava, c'est-à-dire la paille brave. Et ça va être très utile pour l'homme. Ils vont en faire de la vannerie, fait tresser des plantes pour en faire des récipients. Ils vont également en faire leur maison et les toits, plus spécifiquement de leur maison. Aujourd'hui encore, hein, pas le passé, mais aujourd'hui encore, souvent dans les petits villages d'altitude, les toits sont faits en paja, évidemment pour rejoindre le Pacifique. Sauf qu'ici, on a une cordillère qui s'appelle la cordillère de Domeico, que vous avez traversée en arrivant de Calama, qui est très très dure, très très dense. Ça fait que l'eau n'a jamais réussi à se frayer un chemin pour sortir de là. On a ici ce qu'on appelle un bassin endoréique, ça veut dire que l'eau est bloquée là et n'a pas d'issue. Jusqu'à moins 10 000 avant Jésus-Christ, ici, on avait un très grand lac. Puis changement climatique, il y a eu moins d'eau à tomber en altitude, donc moins d'eau à alimenter le bassin, l'évaporation a continué son travail. Au bout d'un moment, toute l'eau s'est évaporée et n'est resté que ce que contenait l'eau, c'est-à-dire le sel dont l'eau s'était chargée pendant la descente de la cordillère des Andes et son passage dans les roches volcaniques. Alors au début, la couche de sel, elle devait être grande comme ça, hein. Mais le processus a continué, en petite quantité, mais enfin quand même. Il y avait toujours de la pluie en altitude, l'eau s'infiltrait dans la roche, descendait la cordillère, arrivait ici, s'évaporait, laissait le sel, etc., 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 comme ça pendant des milliers d'années. Ça fait qu'aujourd'hui, dans le Salar, on a à certains endroits une couche de sel qui peut atteindre 1400 mètres d'épaisseur. Quand même plus d'un kilomètre de sel sous vos pieds. Mais si on revient dans 10 000 ans, on aura peut-être 2400 mètres ou 3000 mètres de sel, parce que le processus est toujours en cours. Ça ne se voit pas du tout à l'échelle d'une vie humaine. Hein. On pourrait passer notre vie devant, on ne verrait pas le Salar grandir, mais je rappelle que ça se passe petit à petit. Si vous allez dans le Salar, vous verrez des lagunes. L'eau qui est devant vous à cet endroit-là, en fait, elle est tombée sous forme de pluie en Bolivie, en Argentine, ou sous forme de neige sur les sommets. Elle s'est infiltrée dans la roche, a mis plusieurs dizaines d'années à faire son petit chemin, et elle a devant vos yeux s'évaporer, a laissé le sel et a contribué à l'agrandissement de ce Salar. Alors, sur le Salar en lui-même, les hommes n'ont pas trouvé grand-chose d'intéressant, il n'y a pas grand-chose qui pousse, hein, il y a beaucoup trop de sel. Seulement des plantes qui sont spécifiquement adaptées à ce milieu-là, ce sont ce qu'on appelle des plantes halophytes, qui justement filtrent le sel. Celle qu'on voit ici, c'est la grama salada, qu'on peut voir dans le Salar, ça veut dire une graminée salée. Les hommes vont s'en servir exactement comme de la paja brava pour faire la vannerie ou le toit de leur maison. On va le voir un petit peu plus tard dans cette visite. Ce qui va les intéresser, ces hommes, à cet étage-là, ce sont les oasis qui bordent le Salar. D'abord parce que l'eau qui arrive contient du sel, mais si vous la goûtez, ça ne se sent pas, donc c'est potable. Et puis surtout, on a une altitude qui permet la croissance d'arbres. Ce qui n'est pas du tout possible, ni à l'étage des canyons, ni à l'étage de la... Le deuxième, c'est le guanaco, qui est un petit peu rare dans cette région. On peut en voir, mais pas souvent. Et lui, il peut vivre à différentes altitudes. Enfin, on a deux camélidés domestiques, le lama et l'alpaga. Alors, deux petites précisions concernant la région. D'abord, l'alpaga, on ramasse, vous n'en verrez pas. Ils en ont fait l'élevage à un moment donné, mais entre la végétation un peu coriace et la chaleur, bon, bah, ça ne marchait pas très bien. Donc ils ont abandonné l'élevage d'alpaga pour se concentrer sur l'élevage de lama qui, lui, fonctionne parfaitement. Deuxième précision, le lama, on ramasse aussi. Quand les hommes arrivent ici, il n'y a pas de lama, il n'y a pas de l'alpaga non plus d'ailleurs. Il n'y a que des bigognes et que des guanacos. Les deux autres vont apparaître dans le processus de domestication. Comme on a fait le chien en partant du loup ou le cochon en partant du sanglier, bon, bah, ici ils ont fait les lamas et les alpagas en partant des bigognes. Les premiers hommes dans cette région, on la trouve aux alentours de moins 10 000 avant Jésus-Christ. Il y a énormément de théories sur le peuplement de l'Amérique latine, il faudrait au moins 2 heures pour toutes vous les expliquer ici. Donc, on a choisi de vous exposer la théorie qui, pour le moment,
est la théorie la plus communément admise par le monde scientifique. Je ne prends pas de pincettes parce que tout le monde n'est pas d'accord et que ça peut très bien changer, surtout avec les prochaines découvertes. Cette théorie, c'est le peuplement par le détroit de Bering. Nous, ce détroit, on le connaît plus ou moins comme ça. C'est le bras de mer qui sépare le continent asiatique du continent américain. Pendant la dernière glaciation, l'eau va être prisonnière des glaciers et le niveau de la mer va baisser. On le voit ici, la mer se retire et découvre une bande de terre entre les deux continents. L'homme qui était déjà en Asie d'une précédente migration va tout simplement continuer son chemin. Une fois sur le continent américain, il va le peupler du nord jusqu'au sud, en passant par ici. Donc toujours selon cette théorie, l'homme qui arrive ici, il est issu de la même migration qu'un Mexicain, qu'un Sioux, qu'un Inuit ou qu'un Mongol en Asie. Ça, c'est la même grande branche de l'humanité. Selon cette théorie, on est bien d'accord. Une chose sur laquelle les scientifiques sont quasiment tous d'accord, c'est que quand cet homme arrive ici, c'est un homo sapiens, c'est-à-dire qu'il est comme vous et moi. Et il a déjà beaucoup de techniques. C'est pas du tout ici qu'il va apprendre à faire du feu. Ça fait bien longtemps qu'il sait faire du feu tout seul. C'est pas non plus ici qu'il va apprendre à tailler les pierres pour en faire des outils la flèche. Et en gardant le propulseur dans la main, avec un mouvement de l'avant-bras, on va propulser la flèche. Ça permet de l'envoyer à 100 mètres de distance, mais surtout jusqu'à 60 km/h, c'est-à-dire bien plus vite, plus dans cette gueule. Encore une fois, ils ne l'ont pas inventé ici, ils sont arrivés avec le propulseur, les autres sont tous amis. C'est une bigogne ou un guanaco, hein, c'est pas bien. Quand vous ne savez pas, pour les bigognes et les guanacos, vous dites camélidés. Ça marche pour les 4, et en plus, votre guide ne pourra rien vous dire, parce que vous avez le mot exact. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez l'ombre de mon doigt. Comme ça. Ici, on a la tête, le cou, le dos, la petite queue, la patte arrière, la patte avant, et on tourne au cou. Ce qui nous intéresse sur ce dessin, bon, c'est le camélidé, mais c'est surtout le trait qui est ici. Est-ce que vous voyez? C'est quoi? Non. Ce qui les intéresse chez les camélidés, c'est la laine pour faire les vêtements et puis la viande pour se nourrir. Donc ils vont faire des sélections. Si je prends un guanaco bien gras et bien dodu et que je le croise avec un guanaco qui a plein de laine, j'aurais vraiment pas de peau si au bout d'un moment j'avais pas un guanaco bien dodu et plein de laine. On l'a vu, hein, le lama est plus dodu que ses ancêtres. Donc il y a plus à manger, le régime alimentaire va nettement s'améliorer à cette époque-là. Et puis enfin, dernière caractéristique et pas des moindres, vous allez le voir, c'est que le lama, si vous lui mettez entre 20 et 40 kg sur le dos, vous les porte. Ce que ne faisaient absolument pas ni les bigognes ni les guanacos. Les gens d'ici, quand ils s'aperçoivent de ça, ils voient ce qu'ils trouvent dans le coin, ils chargent leur lama, ils font des caravanes de lama et ils s'en vont voir les voisins. Les civilisations qui habitent en Argentine actuelle, en Bolivie actuelle, au sud du Pérou actuel ou dans tout le nord du Chili actuel, et ils y vont pas pour faire du tourisme. Ils y vont pour faire du troc. Ensuite, parce que le maïs pousse difficilement au-dessus de 3000 mètres, alors à 2004, c'est très bien. Enfin, parce qu'on peut élever les lamas, faire de l'agriculture, tout en continuant à collecter ce qu'on collectait avant, notamment les fruits des arbres, qui, je vous le rappelle, apportent le sucre. Et à partir de maintenant, on va parler d'une culture atacamène. Jusqu'ici, je vous ai parlé de groupes d'hommes. Je dis culture parce que c'était des groupes d'hommes qui sillonnaient la région de manière nomade ou semi-nomade. Maintenant, on va parler d'une culture parce qu'une nouvelle fois, la vie change. Si vous avez toujours les mêmes voisins, il faut bien que vous parliez à un moment donné. Ça va être la naissance d'une langue. Ici, ce sera le Kunsa, la langue des atacamènes. Maintenant, on vit en groupe, il faut qu'on s'organise. Ce qui fait quoi? Ça va être la naissance d'une hiérarchie, d'une organisation sociale. Maintenant que la vie est moins rude, on a plus de temps aussi pour développer de nouvelles techniques, de nouveaux outils, mais aussi pour s'interroger. D'où vient l'homme? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Pourquoi il y a des petits points dans le ciel la nuit? Ça va être la naissance d'une religion, d'une cosmovision, de rites funéraires. Et puis, maintenant qu'on a plus de temps, on va aussi pouvoir matérialiser le fait qu'on appartient au même groupe. On va se créer des techniques, des savoir-faire, des traditions qui nous sont propres et qui surtout nous différencient des voisins. On va se créer une identité culturelle. L'identité culturelle atacamène, elle va passer par plein de biais différents. Ils vont faire des peintures corporelles, ils vont faire des piercings comme nous, nos boucles d'oreilles, ils vont faire des vanneries avec des petites formes géométriques, ils vont faire des tissus spécifiques avec plein de couleurs, et ils vont faire ça, et ensuite, une fois qu'ils se réveillent, de le restituer à la communauté. C'est pas une manière divinatoire que nous on connaît, c'est pas pour savoir si machin ça va aller mieux dans son travail, ou si truc mûche ça va aller mieux dans son mariage. C'est une cérémonie très importante pour toute la communauté parce qu'elle donne les grandes orientations. On peut imaginer que pendant les périodes de sécheresse, cette cérémonie est servie à dire, bon bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? On déménage, on se rapproche d'un point d'eau, on reste là, l'eau va revenir, les récoltes ne marchent pas, qu'est-ce qu'on fait? On change de plante, etc. Donc cette cérémonie dicte vraiment la conduite de toute la communauté, et donc du coup ça survit hein, aussi. Souvenez-vous qu'on est quand même dans un milieu pas d'eau, c'est dans le désert, un envahisseur qui vous explique comment irriguer 2 fois plus de surface avec la même quantité d'eau, pas négligeable. Et puis troisième point,
les Incas, ils arrivent avec un principe qu'on appelle le principe de répartition super pratique. Si vous, ici, vous avez une récolte désastreuse, parce qu'il n'y a pas une goutte d'eau par exemple, c'est pas grave, on prend les surplus ailleurs dans l'Empire et on vous les envoie pour nourrir votre population. Alors, les Incas ont été considérés comme des pilleurs, là où il y a beaucoup de ressources, parce qu'ils prenaient tout ce qui dépassait, mais alors ici, des bonnes récoltes, c'est quand même pas tous les ans. Donc, de laisser les Incas arriver, ça va donner la garantie d'avoir quelque chose à manger, même si pendant 5 ans, il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe et il n'y a rien. Par contre, il y a une chose sur laquelle, là, on ne transige pas, c'est la religion. Le culte du soleil est imposé dans tout l'Empire. Et c'est le deuxième domaine où on va retrouver l'influence des Incas. Vous avez peut-être entendu parler du fait que les Incas pratiquaient les sacrifices humains. Ouais. Alors, ici, dans la zone des Atacamènes, on n'a pas retrouvé de restes de sacrifices humains. Par contre, on a retrouvé, c'est ce qu'on voit là, des restes de simulation, de simulacres de sacrifices humains. Le système monétaire, souvenez-vous, depuis moins 1500 avant Jésus-Christ, depuis que les hommes ont leur lama, ils font du troc. On est dans une zone ici très très commerçante, par contre jamais aucune monnaie sous quelque forme que ce soit, que des échanges par le troc, ce sont les Européens qui arrivent avec le système monétaire. Il n'y a pas dans la vitrine, on pourrait rajouter la roue. Tout ce qui roule ici, c'est les Espagnols qui ont apporté le principe de roue. Il y avait des dessins ronds, mais il n'y avait pas l'objet. Et puis enfin l'écriture. On l'a vu tout au long de cette visite, il y avait des moyens de communication avant l'arrivée des Espagnols. Les plaques, on ne les comprend pas encore, on les comprendra un jour, ce sont des moyens de communication. Les visages sur les céramiques, c'est une indication. Les dessins sur les tablettes, etc. Tout ça, ce sont des moyens de communication. Mais si on parle d'une écriture comme nous, on l'entend, c'est-à-dire un alphabet qui permet de faire des mots, qui permet de faire des phrases, oui, voilà, forcément, ce sont les Espagnols qui l'ont.